J'ai envie de dire. Toujours très heureuse, ça va? Toujours très heureuse, merci. On aura de l'insolite comme toujours. Oui, et on va jouer. Alors là, on va jouer, écoutez-moi bien, on va jouer peut-être un poste à la Maison Blanche pour Nessie et Marcelin. Je vous en dirai plus. Oui, là, ça oui, fait plaisir. Les paroles. Mais pourquoi? Moi, je crois en vous. Hein, Ayez confiance. Je crois en vous. Et dans la dernière partie de l'émission, on va parler de deux mots qui font beaucoup de mal aux enfants et aux femmes enceintes. Ça sera dans la thématique santé de ce jour. Vous aurez vos différents reportages. Je serai en cuisine. C'est vrai que Marco... il va encore avoir mal. Mais... Dans la vie, franchement, mais bon. Mais Fatim et moi, on a décidé de prendre les rênes de cette cuisine un jour à son insu. Quand elle viendra, on lui dira non, l'élément a déjà été tourné par Marco et Fatim et elle va voir ça sur le plateau et elle va comprendre notre douleur. Fatim Djidji de la titrologie, c'est parti. Bon appétit. Bonjour à tous, c'est bien connu, l'événement d'hier fait la une d'aujourd'hui, la preuve en mots et en images. Le Conseil des ministres de la veille donc se retrouve en une de Fraternité matin. Le secteur minier est en très bonne santé, plus de 10 000 emplois directs créés et plus de 56 milliards de recettes fiscales générées. Tout autre sujet, on apprend que la FIFA approuve la décision de la FIF. Hier, AFI et la direction du FPI étaient chez le président Bédier. C'est le principal titre que vous allez voir à la une du Nouveau Réveil. Et cette information, la voici, se retrouve aujourd'hui aussi à la une de plusieurs journaux, à l'instar de Notre Voix, qui en fait aussi sa principale information. On apprend sur cette même une que les agents du ministère du Plan sont actuellement en grève. L'Inter aussi revient donc sur cette visite de Pascal Afine-Guessant à Henri Konan-Bédier. Et autre sujet, justement, les élections locales. Le gouvernement n'a pas de date pour les municipales et les régionales. Il est aussi question d'élections locales, mais cette fois-ci, à la une de l'Expression, le RDR déploie 126 commandos sur le terrain, nous dit la couverture. Les consignes de Kadia Camara. Pour ces élections, nous sommes prêts à toutes les éventualités, affirme donc Touré Mamadou. L'intelligent d'Abidjan, titre d'Agoté, industrialisation Gordon Brown, comment Amadou Gon Coulibaly fait son Davos. Et on apprend que le député PDCI, Zié Daouda Coulibaly, était chez l'avocate du président Gbagbo, Abiba Touré. Allez, on se retrouve à 6h45 pour une revue de presse politique, car tout est politique, c'est pas de moi, mais d'Aristote. Et n'oubliez pas qu'il aura bien sûr le volet informatif, mais aussi il y a toujours ce petit piment-là. Ce qu'on aime bien aussi chez Fatim, c'est l'insolite. Mais les fondamentaux de notre émission passent également par le sport, le bien-être. C'est la gym, on y va. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes très nombreux. On continue, hein? On continue. Bien entendu que nous continuons. Alors, nous vous écoutons les mouvements comme ça. Oui, comme ça. Comme ça, oui. Oui. Comme ça. Bon, on travaille les épaules. On travaille les épaules un peu pour avoir... voilà. Ah, on continue. Je ne sais pas. Vous avez arrêté. Vous avez abandonné. Je vous suis. Vous abandonnez si vite. C'est vous le coach. Vous abandonnez si vite. Je vous suis. On va faire une séance privée, c'est mieux. Voilà. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Fatim est parti, voilà, se préparer pour 6h45. Je rappelle qu'on aura aujourd'hui, bien sûr, la thématique santé. C'est comme ça tous les jeudis. Et nous allons parler donc de rubéole et de rougeole. La prise en charge, c'est très important de dire que ça touche énormément d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants concernés. Et surtout les femmes enceintes, quand elles ne prennent pas soin de se faire vacciner, l'enfant risque, disons le fœtus risque d'avoir des malformations si la mère ne se fait pas vacciner contre ces deux maux. Donc c'est très très important. Très important. Et puis parlant de santé, justement, on a une pensée ce matin pour notre consultant, notre chroniqueur, hein, on va dire ça comme ça, Abbas, qui a été opéré. Donc nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Nous sommes de tout cœur avec lui. On espère qu'il va nous revenir très très en forme et nous donner vraiment la bonne humeur. Donc là, le secret. Et Abbas, il est très courageux. Je loue vraiment son courage. Il était là la semaine dernière, malgré le fait qu'il ait été victime d'un accident. Et aujourd'hui, il se fait opérer. Et on lui souhaite un prompt rétablissement, qu'il nous revienne toujours avec sa bonne humeur. Alors je rappelle, Marco. Oui, je rappelle que nous
nous allons dans le volet d'entrepreneuriat échanger avec M. Thibaut Kakou, il est expert en informatique décisionnelle. Il viendra nous parler donc dans la rubrique entreprendre de sa passion, de son métier. Ce sera, on espère, très très intéressant. Sans oublier la rubrique diététique. Moi, j'aimerais savoir comment ça s'est passé le tournage. C'est toujours un allez, délice. ne remuez pas le couteau dans la plaie. Délice d'enregistrer les émissions avec notre docteur Jules Kouassi, parce qu'il a tout ce qu'il faut, toutes les astuces pour gérer tout ce qui est comme fringale pour les personnes qui aiment grignoter. Hein. Il a des aliments très sains qu'il conseille et c'est vraiment agréable. Et ces plats, oh là là, ces mets sont tout aussi savoureux les uns. Mais ça ne vous dit rien au nom de la solidarité de venir au moins avec un réchauffé, un plat, je sais pas. Mais je prends bien note pour vous. Je prends très bien note parce que je me dis que j'aurai l'occasion de refaire ces différents mets chez vous. Donc vous allez venir faire ça chez moi? Bah oui. D'accord. Avec beaucoup de plaisir. Et si vous trouvez Eva chez moi, comment ça se passe? Comment je fais pour régler cet embouteillage? Bon, on le fait à 3. À 3. On le fait à 3. À 3 pour la cuisine. Il n'y a pas de souci. Avec beaucoup de plaisir. Seront félicités, mesdames et messieurs, réalise cette émission pour ce jeudi 25 janvier. Joyeux anniversaire à un monsieur qu'on appelle Georges Taï Benson, un an de plus, l'un des septuagénaires les plus sexy, les plus cool donc, de sa génération. Voilà, joyeux anniversaire, c'est un doyen de la télévision. GTB, on est très très heureux donc de bénéficier de tous ses conseils, parfois de ses soufflantes quand il arrive qu'on fasse des choses qui ne sont pas bien au niveau professionnel bien sûr. En tout cas, vraiment, joyeux anniversaire doyen. Et ce qui fait sa particularité, c'est qu'il est très sensible, le doyen. Il est très, très sensible et il ne tarde pas. Je suis sûre que là, il y a une larme qui s'est échappée de ses yeux. Là. Il y a une véritable sensibilité. Ça veut dire, quand c'est comme ça veut dire que c'est une personne vraie. Très pas vrai. Une personne fausse. Et ce qui est aussi intéressant, bon, on a fini avec lui, hein, nous sommes au 25e jour du mois de janvier. Aujourd'hui, les virements sont passés. Ah, vrai? Ah, c'est vrai? Pour certaines personnes. Ah Donc, ouais, le mois est terminé. Là. C'est bon? On va râler sur les réseaux sociaux. Janvier est long, mais voilà, c'est terminé. Janvier. La janviose. La janviose. Il y a la lundiose et la janviose. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que j'étais le coach. Hein. Donc, je peux faire tous les mouvements que je veux. Je vous suis. D'accord, on va faire une acrobatie. Et l'acrobatie va nous amener dans une salle que je vous montre maintenant. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons un problème technique. Voilà, on peut pas le cacher indéfiniment, mais il est clair que nous avons un véritable bug. Toutes nos excuses, mesdames et messieurs. Aucun élément ne peut passer, mais bon, nos techniciens donc, sont à pied d'œuvre afin de régler ce souci. Voilà, par rapport à nos éléments qu'on doit passer dans cette émission. Je rappelle aujourd'hui, jeudi 25 janvier 2018, les invités sont en train d'arriver. J'espère qu'on va trouver une solution imminente donc, à ce problème. Et à partir de 6h30, Hamza Diaby sera avec nous pour faire le tour de l'actualité, tout ce qui meuble l'actualité. Donc, fera le tour avec Hamza Diaby. Il nous emmènera un peu partout dans les méandres de la Côte d'Ivoire et aux alentours, hein, partout dans le monde. Nous allons recevoir donc Fatim Djedje va venir. Elle va nous expliquer un peu comment ça se passe, donc la collecte d'informations, comment la revue de presse, comment ça se passe. Fatim Djedje qui va s'asseoir là. Voilà, la revue de presse, comment ça se passe, les Ivoiriens. Et grâce à Fatim Djedje, il y a beaucoup de personnes qui n'achètent plus les journaux. Qui ne se mettent plus aux abords des routes pour titrologuer, comme on le dit chez nous. Bon, alors, ils ont toutes les informations ici. Il ne faut pas que les kiosques m'en veulent, alors. Alors, Fatim, comment ça se passe une journée, une nuit, après-midi pour avoir les informations, tout ça? J'imagine que ça doit être vraiment un sacerdoce. Oui, parce qu'il faut se lever tôt, au milieu de la nuit, très précisément. Ah donc, bon? je réceptionne les journaux. Ça ne doit pas faire plaisir. À mon métabolisme, tout à fait. Donc, je me lève au milieu de la nuit, puisque les journaux ont la gentillesse de m'envoyer, pour la plupart d'entre eux, l'édition du jour que je vous présente. Enfin, quand j'ai fini, bien sûr, j'en prends connaissance. Et après, je sélectionne en fonction de l'actualité. Et généralement, à partir de quelle heure? Disons que l'opposition est assez... on va dire vers 22h, déjà, l'opposition me donne accès à l'édition du jour.
Le journal gouvernemental Fraternité Matin, ça dépend. Il est assez tardif. Je pense que c'est lié aussi à l'actualité gouvernementale. Ils attendent les dernières dépêches, les dernières informations. Et après, je regarde ce qui se passe aussi au niveau international pour avoir un lien avec l'Occident et la sous-région. Et puis après, je sélectionne, je rédige mon texte que je ne peux pas retenir par cœur malheureusement et que je viens vous lire. Je sais que ce n'est pas agréable, mais... Donc, ça veut dire que toute la nuit, vous êtes à la tâche? Toute la nuit, quasiment. À partir de minuit jusqu'à 4 heures quand on arrive ici, vous êtes... Voilà, je suis en préparation de cette rubrique. Comment vous vivez alors? Je ne vis pas, voilà. Je vais faire l'aveu aujourd'hui devant toute la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de vie, voilà. Mais vous dormez à quel moment? Vous dormez à quel moment? Je ne dors pas. L'après-midi? L'après-midi, voilà. J'essaie de me reposer. C'est pour ça que l'après-midi, je refuse toutes les invitations possibles et imaginables. Pardon, toutes les invitations? Professionnelles, amicales... Quand on invite, c'est s'il vous plaît, je dois dormir. C'est pour cela que hier, votre copine était là. Vous passez du temps avec vous? Tout à fait. Pour vous soutenir, c'est pas évident. Hein. Non, mais je ne me plains pas parce que c'est passionnant. Ça m'a permis déjà d'avoir une approche différente du pays, c'est-à-dire au quotidien, d'être au fait des acteurs politiques, économiques, de la situation. Donc, qu'est-ce que vous pensez du niveau du journalisme à la presse écrite? Alors, très honnêtement, j'avais peut-être des a priori, hein, on est plein de clichés, on ne s'en rend pas compte. Et moi, j'ai trouvé des belles plumes. Et je tiens à dire, je ne connais aucun de ces journalistes, aucun, j'en ai même pas vu un physiquement. Donc quand je les cite, c'est vraiment lié à la qualité du journal, de l'article. Mais à aucun moment, je ne les ai rencontrés. J'espère le faire un jour quand même pour les remercier parce que c'est ma principale source de travail actuellement. Et les faits insolites, comment vous les sélectionnez? Alors, je sais que c'est très sollicité. Alors, généralement, quand quelque chose m'amuse ou me fait sourire, j'ai envie de le partager. Et généralement, ça fonctionne. Donc, quand je lis l'article et je suis morte de rire toute seule chez moi, je me dis, je pense que ça va plaire aux téléspectateurs. Donc, j'ai envie de vous faire partager. D'accord. On espère que ce qui va arriver va nous plaire aussi. On espère que tout est rentré dans l'ordre maintenant. On croise les doigts, les filles. On soutient les mains. Allez. On croise les doigts comme ça. On espère que ça va aller. La technique, voilà. On y va. Proposez ce que vous voulez. Nous attendons et on est ensemble. La gym, c'est parti. Allez. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes très nombreux à nous suivre aujourd'hui parce qu'on va travailler la taille. Alors lorsqu'on parle de taille, en principe, les femmes sont toutes heureuses parce qu'elles n'aiment pas avoir de brûlés sur les côtés. C'est justement ce qu'on va faire avec le manche à balai. Et puis juste après, on va passer sur pour faire du gainage dynamique. Donc prenez un tapis, prenez un manche à balai et puis on part directement pour le premier exercice. Ok. Et prenez le manche à balai, vous le posez au niveau des trapèzes. Alors il ne faudrait pas que le manche à balai soit posé trop bas là, d'accord, ni trop haut. Et bien positionné sur les trapèzes pour que vous puissiez bien réaliser le mouvement. D'accord? On va faire des rotations. Mais pour faire les rotations, il faut contracter volontairement vos abdominaux. On fait rentrer le nombril. Et puis on part à gauche là. 1, 2, d'accord? On va en faire 20. Allez, 3, 2, 1, go! 1, 2, on compte seulement sur un seul côté. 3, 4, 5, gardez le dos bien droit. 6. Si vous n'êtes pas bien droit, c'est le lieu de bien vous redresser, de garder le dos bien droit, contracter les muscles lombaires au niveau du bas du dos, pour bien vous tenir, d'accord? On en fait encore 10, voilà, 9, 8, 7, 6, 5, ça m'ira un peu plus droit. 3, voilà, 2 et 1. On va partir de manière unilatérale. On part là et on revient et on repart encore sur le même côté. Allez, go! 1, on en fait 10. 2, 3, 4, 5. Les abdos toujours bien contractés. 6, 7, 8, 9, et 10, on part de l'autre côté bien évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Prochain exercice, on s'incline de part et d'autre là. 1, 2, d'accord. On part à 20. Go. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, le dos toujours bien droit, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On pose le manche à balai là, juste devant, et on descend. D'accord? On met l'avant-bras au sol, on tend les jambes, on monte là dans cette position et on bouge là. 1, 2. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous pliez les genoux comme ça, d'accord? Et on monte là et on redescend. Lorsqu'on redescend, faites attention à ne plus retoucher le sol, ok? Vous frôlez par contre le sol et vous remontez. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti, on fait 2 fois 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, vous soufflez juste 10 secondes. Et puis on repart encore pour un autre passage. Allez les filles. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez chez vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on change de côté. On passe les jambes de ce côté. Même principe, l'avant-bras reste au sol. Ceux qui ne peuvent pas, puis les genoux montent dans cette position. Sinon, pour ceux qui peuvent, on tend les jambes. Et puis on part 2 fois 10. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on souffle, on respire. Ok. 10 secondes encore. Et puis on repart une dernière fois. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, les filles, j'espère que vous avez bien senti votre taille travailler. Hein? Alors, chez vous aussi, j'espère que ça a été le cas, que vous avez bien senti la taille. Répétez ces exercices chez vous pour avoir une taille de guêpe. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour la dernière de la semaine. Vraiment, coach Fabrice, l'exercice a été répété ici avec dextérité. On a bien bougé la taille et c'est sûr que dans quelques temps, vous verrez, moi j'aurai une taille de guêpe, j'ai failli dire. Moi, personnellement, oh là là, heureusement qu'on a Madame Inao avec nous pour nous mettre sur la droite ligne avec la rubrique Parlons français. C'est tous les mercredis dans votre émission Matin Bonheur, on ne le dira jamais assez, le sport, c'est la santé. Donc n'hésitez pas à aller avec coach Fabrice pendant qu'il fait ses exercices. Suivez-le tout doucement ou revoyez, vous avez la possibilité de revoir l'émission sur le compte YouTube de la RTI pour suivre tous les mouvements de la semaine, voilà, parce que c'est très court, 5 minutes à peu près. C'est comme ça qu'on va vous suivre aussi dans votre cuisine, tout ça quand vous partez. C'est bien de suivre le coach, mais ce n'est pas le coach seulement qu'il faut suivre. Il faut suivre Nessie dans sa cuisine. Je suis jaloux de ces bonnes saveurs, que vous, tout ce que vous dégustez seul. Et ça va de pair. Fatim est d'accord. Je suis d'accord avec Marcelin. Il faut qu'on investisse cette cuisine-là, qu'on fasse un bon foutou banane. On vous remplace exceptionnellement. Foutou banane sauce graine. Si vous avez le programme. Vous avez le programme. Non. Bon, là, je vais faire jouer mes relations de rédacteur chef adjoint. Et voilà. Je vous soutiens. Fatim, qu'est-ce qu'on a à nous proposer pour la suite de cette émission? Alors, on va proposer un formidable reportage de Bardo Netia, qui est le nouveau mur où échouent finalement les espoirs des migrants. Allez, profitez-en. Ils n'ont jamais vu la neige, ils ont froid et ils sont fatigués. Mais Cissé et Ibrahim en rêvent depuis qu'ils sont arrivés en Italie en provenance de Libye, passer en France. Comme beaucoup de migrants, ils tentent le col de l'Échelle, 6 km de route de montagne non déneigée à partir de Bardonecchia à la frontière. Oui, on va. C'est difficile la route? C'est pas du tout facile. Mais après seulement quelques centaines de mètres, ils jettent l'éponge. Retour à la case départ, la gare de Bardonecchia. Ici, on voit arriver plusieurs dizaines de migrants chaque semaine. Plat chaud, lit de camp, la petite station de ski s'est organisée face à l'afflux. Bonsoir, nous avons Nous leur conseillons clairement de ne pas entreprendre ce voyage car c'est dangereux. Il fait froid, il y a vraiment beaucoup de neige.
Certains nous disent qu'ils ont traversé le désert, donc ils ne vont pas s'arrêter devant une montagne. Mohamed, lui, s'est ravisé. Il a vu certains de ses compagnons d'infortune amputés des mains, car elles avaient gelé. Je ne vais pas me faire comme ça. Pourquoi c'est dangereux? Tu vas marcher avec Navicella, tu vas partir à Paris. Toi, tu as trouvé un problème avec ton pied. Tu vas faire quoi? Tu vas mourir cadeau. Ça, c'est pas bon. Impossible de monter à bord des trains. Les contrôles sont omniprésents. Pas plus de chance avec les bus. Muni d'un billet pour Paris, Mohamed a été arrêté au tunnel du Fréjus, puis reconduit ici par la police aux frontières françaises. On demande d'asile en Italie, donc il reste en Italie. Oui, c'est pas correct, alors, hein. Si quelqu'un a de la famille qui a réussi à passer en France il y a des années, il est inutile qu'on lui dise « Non, tu dois rester ici en Italie ». Il voudra passer de l'autre côté et il le fera coûte que coûte. Ça veut dire qu'il le paiera de sa vie, sous une avalanche. Officiellement, pas de victimes à déplorer jusqu'à présent, mais les secours et les ONG sont sur le qui-vive. Des affiches ont été placardées partout et dans toutes les langues pour tenter de décourager les candidats à la traversée. Ouais, on ne le dira jamais assez, hein. On n'est jamais mieux que chez soi. Quand on voit ces images, parfois ça fait, et le plus souvent même on dira, ça fait mal au cœur. Et on espère qu'on aura tout ce qu'il faut pour retenir les jeunes ici et faire en sorte que franchement l'Eldorado soit chez nous d'abord. Impression, mesdemoiselles, ça vous fait quoi ce genre de... Ça fait forcément mal au cœur, surtout que si vous avez les moyens, entreprenez. Il y en a qui entreprennent avec moins que ce que vous utilisez pour aller de l'autre côté, mais qui s'en sortent. Donc armez-vous de courage, ne mettez pas vos vies en péril pour une destination incertaine. Et vous, Fatima? Je suis comme vous, hein, je suis émue par cette situation et encore une fois, je déplore l'inaction des politiques parce que je pense que c'est... à leur charge, hein, cette problématique. Et puis, Dr Lille le disait aussi sur le plateau là, dernièrement, c'est que... Notre sociologue? Oui, le sociologue de l'émission Sous nos tropiques, quand vous décidez de voyager en Occident, eh bien là, toute la famille va cotiser pour vous permettre de voyager. Mais alors, vous allez lui demander la même somme pour ouvrir votre commerce, et chacun va se regarder en disant « Mon frère, il faut te chercher ». Donc, il faut changer aussi les mentalités. Hein. Absolument. C'est surtout là aussi qu'il faut taper au niveau des mentalités et puis franchement avoir de vrais projets pour les populations. C'est ça qui fera que ces populations-là vont s'arrimer à leur terre d'origine. Nous, on va essayer de nous arrimer à notre cuisine parce qu'on a faim. Et le matin, on a très faim, surtout quand on vient à 3 heures. Et vous avez vu un peu le programme de Fatim. Hein. Voilà, on va aller goûter à la ratatouille. Ça vous plaît, la ratatouille? Oui, c'est sain, équilibré, il y a plein de légumes, c'est délicieux. Et ça peut faire en sorte malheureusement, que conserver votre taille. Non, vous ne parlez pas devant ici. Parce que vous avez tourné l'élément, laissez-nous parler. Ah, donc, Fatim, je disais, la ratatouille, c'est bon pour la santé, même si des gens mangent seuls, oui, c'est bon. Oui, mais le repas, c'est vrai, c'est fait pour être partagé. Oui, donc, Nessie, on est frustrés. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue au rendez-vous donc, de la bonne humeur, mais où certaines personnes ne partagent pas. Reportage, on y va. Diététique avec Nessie, la méchante. la ratatouille, ça vous dit? Vous connaissez la recette? Si oui, tant mieux. Sinon, Jules Kouassi, notre nutritionniste maison, est avec nous pour nous présenter cette fameuse recette. Bonjour. Bonjour Nessie, ça va? Oui, ça va super bien. Ça ne finit jamais de dire bonne année, de souhaiter bonne santé pour des bons plats que nous allons présenter aujourd'hui concernant la ratatouille. La ratatouille, cette fameuse recette. Oui, c'est une vieille recette qui date de longtemps. C'est le mélange de plusieurs légumes à la fois qui fait plus ou moins un ragoût de légumes ou une sauce de légumes. Wow. Qui sert à accompagner plusieurs plats, plusieurs mets à la fois. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire une faire une très bonne ratatouille, je pense que toutes les ratatouilles sont bonnes d'ailleurs. On a des aubergines vertes, des courgettes, des jeunes courgettes d'ailleurs, oignons, tomates, carottes, l'ail, persil, poivron, c'est-à-dire du piment doux, de l'huile, du sel, des herbes provençales et puis du poivre. Voilà comment nous allons composer notre ratatouille. Alors, on va passer tout de suite à la préparation de la ratatouille. Nous allons mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Alors, on va commencer par quoi? Il y a l'huile déjà. L'huile va chauffer un peu d'abord. Et puis, on va faire blondir un peu les oignons.
l'ail. On va ajouter la tomate. Voilà. Un peu. Voilà. On va ajouter les carottes. Les aubergines. Oui. On ajoute les herbes. Oui, pour que ça prenne bien. Donc tu assaisonnes tout avec. On va saler. Donc ici, on laisse mijoter la ratatouille. Voilà. Et puis après, on va voir si l'assaisonnement est bien. D'accord. Donc voilà, je pense que la ratatouille est prête. Elle est prête. Super, notre ratatouille est prête. Oui. Elle se consomme avec quoi généralement? Avec du riz, c'est-à-dire les céréales, avec des féculents, de l'igname bouilli, de la patate plantain, de la banane plantain bouillie, de la patate douce, avec tout ce que vous pouvez trouver, des légumineuses, du haricot, du soja, même des lentilles. Du blé. Du blé, on peut manger tout avec l'essentiel. C'est un plat qui s'apprête avec tout. Tout. Même la téquée? Bien sûr. Ah. Et aujourd'hui, on déguste avec quoi? Ben, on va déguster avec du pain. Du pain? Oui. Voilà. On a du pain. Juste là. Voilà. C'est très bon. Très croustillant. Très, très bon. C'est vrai que les légumes sont là, mais on ne les sent pas. On ne sent pas l'aubergine à part, on ne sent pas... c'est rassemblé. Voilà, c'est tout C'est un rassemblé, mélange. tout un mélange, effectivement, Tout très agréable. le parfum, l'arôme, tout ça mis ensemble ont formé un. C'est sûr Voilà. qu'avec cette recette, ça donne forcément envie de consommer des légumes. Bien sûr. Donc, ces mets que nous présentons sont adaptés à votre type d'alimentation. Bien manger. Ça fait du bien. Qui énerve tout le monde Alors, ici. merci, Mais merci c'est pas beaucoup, ma- docteur. Si vous ne parlez plus, non. Merci beaucoup à docteur. Docteur, vous êtes complice donc de non-assistance à personne en danger de faim. En danger de faim. Merci beaucoup. Fatim va aller se préparer pour la revue de presse juste derrière le journal présenté ce matin par... Hamza Diaby. Et juste avant, la couleur du temps, c'est la météo. Aimé de toutes et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour, Dimbokro. Sous le parrainage de M. Bilédié Méléo, maire de la commune de Dimbokro,
La RTI organise Bonjour Dimbokro ce samedi 27 janvier à 20h à l'esplanade de la Citaraï avec vos humoristes préférés. Spectacle offert gracieusement par le maire de Dimbokro. Ticket à retirer à la mairie. Infoline 78 17 17 44. Bonjour, un concept RTI. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Le début de matinée sera marqué par un temps relativement frais sur l'ensemble du pays avec une bonne présence nuageuse sur le sud forestier et sur les régions du littoral. Cette présence se dissipera progressivement avec la descente des vents secs sur le littoral. Le nord et la bande centrale resteront sous le régiment brumeux et de vents secs. Les températures de la matinée, on notera 27 degrés comme maximale sur la ville d'Abidjan, 26 degrés qui sont observés à Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 24 degrés à Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 24 degrés dans le Go à Gagnoa, 23 degrés dans le Poro à Korogo, 20 degrés de minimale à Mans dans le Tongpi, 21 degrés à Odiéné, 27 degrés à San Pedro, 26 degrés à Sassandra, 25 degrés à Tabou, enfin 24 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, les vents humides remonteront vers le sud forestier tout en y apportant quelques nuages. Le littoral sera généralement nuageux avec de larges éclaircies. Le reste du pays sera sous le régime de l'harmattan. Les températures de l'après-midi, on notera 31 degrés sur les villes d'Abidjan ainsi que celles d'Adiaké, 35 degrés de maximale à Bondoukou comme à Boaké, 34 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 34 degrés à Mans, 35 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, 30 degrés de minimale à Sassandra comme à Tabou, enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où s'est tenu hier matin un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboulin. Le gouvernement de Côte d'Ivoire ne fera jamais assez pour les enfants. Il décide de mettre à disposition pour leur prise en charge sanitaire une somme de 5 milliards de francs CFA. Il s'agit, comme l'a décidé le Conseil des ministres ce mercredi, de protéger ces enfants dont l'âge varie entre 9 mois et 14 ans à travers l'organisation de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Ces deux maladies infectieuses, donc la rougeole et la rubéole, sont hautement contagieuses. Elles surviennent souvent sous forme d'épidémies et qui sont susceptibles d'entraîner un nombre élevé de décès pour la rougeole ou de malformations congénitales pour la rubéole. La prévention, à ce jour, est la seule option de lutte contre ces maladies, puisqu'il n'y a pas de traitement. Le vaccin rougeole-rubéole donc confère à l'enfant une protection à vie. Aussi, le Conseil a décidé, en complément de la vaccination de routine, de renforcer la lutte contre ces maladies avec une campagne de vaccination de masse. Cette campagne sera organisée dans tout le pays, dans les 83 districts sanitaires de notre pays, entre le 26 janvier et le 4 février 2018. Il s'agit ici de protéger 13 millions d'enfants de 9 mois à 14 ans.
Le coût de cette vaccination est estimé à 5 milliards de francs CFA, donc qui seront supportés par le budget de l'État de Côte d'Ivoire et par nos partenaires au développement, en l'occurrence ici, le Gavi. Le Conseil des ministres a aussi rappelé l'importance du projet d'urgence à l'éducation de base, PUAEB. Le PUAEB a été lancé en 2012 suite à un don du Partenariat mondial pour l'éducation d'un montant de 41,4 millions de dollars, soit environ 23 milliards de francs CFA, en vue d'assurer durablement les conditions d'un enseignement de base de qualité dans le système éducatif ivoirien. Ce projet a contribué significativement à l'amélioration de l'offre en matière d'éducation de base et à la restauration de la fonctionnalité des services éducatifs. Au niveau du primaire, par exemple, le projet a contribué au renforcement de l'offre scolaire à travers la réhabilitation de 270 salles de classe et la construction de 1002 salles de classe équipées dans 267 localités. Ces investissements ont permis à plus de 40 000 enfants, essentiellement issus des zones rurales, d'avoir accès à l'école ou d'apprendre dans de meilleures conditions. On retient également de ce Conseil des ministres l'information sur le suivi de l'emploi des jeunes dans les investissements publics et privés. Il s'agit d'un outil de promotion de l'emploi qui permettra au gouvernement d'intégrer et de mettre particulièrement l'accent sur l'indicateur emploi en faveur des jeunes dans toutes les initiatives qui seront prises dans notre pays en matière d'investissement, aussi bien par le privé que par le public. En évoquant par ailleurs la place qu'occupe aujourd'hui le secteur minier dans l'économie, avec surtout l'or, dont la production passe de 12 à 25 tonnes. Entre 2011 et 2017, le Conseil a informé de la création pour bientôt d'une usine de production minière de grande capacité. On a aussi parlé, au cours de cette réunion, de la récente visite du président Alassane Ouattara au Libéria à l'occasion de l'investiture du nouveau président libérien George Weah et de son départ prévu vendredi pour Addis Abeba dans le cadre du sommet de l'Union africaine. Amadou Gon Coulibaly, lui, n'a pas pris part à ce conseil. Il était à Davos, en Suisse, pour prendre part au Forum économique mondial, mais il n'y est plus à l'heure qu'il est. Le Premier ministre est arrivé hier soir dans la capitale française où il a été reçu au Quai d'Orsay par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Pendant une cinquantaine de minutes, les deux hommes ont parlé de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Notre reporter Adama Koné fait partie de la délégation du chef du gouvernement. Son reportage complet dans nos prochains journaux. De retour ici en Côte d'Ivoire, souvenez-vous, lundi dernier, un drame est survenu à Débrimo, un village de Dabou. Une classe s'est effondrée sur des élèves en cours, faisant un mort et 6 blessés. Le gouvernement a apporté sa compassion aux victimes. La délégation était conduite par Kandia Camara, la ministre chargée de l'Éducation nationale. La délégation donc était sur place à Débrimo, à Dabou. Le reportage de Sylvie Touré. Le gouvernement aux côtés des victimes de Débrimo. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à la tête d'une délégation, s'est rendue à l'école primaire Abraham. Cette école à Dabou qui s'est écroulée mardi. Objectif, apporter la compassion du gouvernement aux victimes. Dès que nous avons informé le président de la République, il nous a instruit de venir ici immédiatement après le conseil pour venir vous saluer, pour venir vous adresser ses condoléances ainsi que celles de l'ensemble du gouvernement, pour venir vous apporter sa compassion et celle du gouvernement. Pour joindre l'acte à la parole, une enveloppe de 5 millions a été remise aux victimes. Un geste du président de la République, a précisé la ministre de l'Éducation nationale. Kandia Camara a également annoncé que toutes les écoles de la localité seront réhabilitées. Le drame qui a endeuillé le village de Débrimo a fait 1 mort, une élève en classe de CM2 et 6 blessés. Ouvrons maintenant la page agriculture de ce journal. Le Conseil du café cacao et ses partenaires ont lancé l'opération d'intensification et d'éradication du Shoal & Shoot, la maladie du cacaoyer. Comment compte-t-il s'y prendre? Élément de réponse dans ce document signé Noël Niagno. Kofi Kouakou, cacaoculteur à Oku Kofikro, dans la région de Bouaflé, assiste impuissant à la destruction de son verger.
Il est infesté par le virus du Schwallenschut. 6 hectares de cacaoyers sur les 12 plantés en 1992 vont être ainsi abattus parce qu'il a intégré le message de son porte-parole. Si tu ne chasses pas la maladie de ton champ, c'est la maladie qui va te chasser de ton champ. Parce que tu n'auras plus rien à faire au champ quand les cacaoyers seront tous morts. Comme Kofi Kwaku, des milliers de producteurs vont devoir se soumettre à cette difficile solution, mais salutaire pour la survie de la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Ce sont 100 000 hectares contaminés par le Schwallenschut qui seront détruits au cours de cette opération. Une opération difficile, mais nécessaire. J'ai parlé avec certains paysans. Parfois, ils sont gagnés par le découragement. C'est plusieurs années de travail qui sont gâchées. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, on n'est pas gagné par le découragement? Je voudrais donc lancer un appel aux uns aux autres. Si nous ne prenons garde, c'est la production qui risque de baisser. Ce ne sera certainement dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. 3 ans, c'est le délai que s'impose le Conseil Café Cacao et ses partenaires, chacun avec une mission précise. Le CNRA pour la recherche, l'ANADER a pris les dispositions pour tenir dans le temps. Quant au FIRCAF, il se charge par délégation du financement de la lutte et de l'indemnisation des producteurs. Dernier partenaire, le CNRA. Il s'est donné les moyens pour venir à bout de ces fléaux. Une serre expérimentale pour la culture du virus en vue de mieux organiser la lutte contre le Schwallenschut, le sida du cacao. Reportage signé Noël Niagno. Voilà 3 ans que l'hôpital Saint-Jean-Moscati de Yamoussoukro a été mis en service. Il est cependant confronté à un faible taux de fréquentation. Les responsables de cet hôpital entendent donc mettre tout en œuvre pour l'amélioration de ce taux. Kader Sorodogo, RTI Boaké. L'hôpital catholique Saint-Joseph à Moscati, première œuvre sociale de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Cela fait exactement 3 ans que l'hôpital fonctionne avec des services de consultation, d'hospitalisation, des blocs opératoires, un laboratoire, une pharmacie et l'imagerie médicale. L'hôpital est la matérialisation de la vision commune de 2 grandes personnalités, Saint Jean-Paul II et feu le président Félix Houphouët-Boigny. Foi et charité au service des malades. Un slogan qui traduit la volonté de cette structure de s'ouvrir à tous. Foi et charité, vous voyez que ça fait déjà appel à l'esprit de gratuité. Une gratuité qui ne se limite pas à une catégorie de personnes. On a mis foi et charité au service des malades, donc toutes sortes de malades, servis avec foi et avec surtout charité. En 2017, la structure a reçu 12 387 nouveaux malades de 63 nationalités sans distinction sociale. Un résultat en dessous des potentialités qu'offre Saint-Joseph-Moscati. Et pourtant, l'hôpital est bien connu. Je sais où c'est placé, c'est vers la basilique. Voilà, donc je connais, mais personnellement, je ne suis pas encore parti là-bas. Selon les informations que nous avons, il y a des bonnes choses là-bas, on soigne bien. L'hôpital est joli, ils accueillent bien les gens, les docteurs s'occupent bien des malades. Ces responsables sont conscients du faible taux de fréquentation et travaillent pour y remédier. Quand on considère les potentialités de cet hôpital et tout le plateau technique dont il dispose, comparé à la fréquentation et même aux services qui sont offerts à l'heure actuelle, l'hôpital Saint-Joseph-Moscati est actuellement sous-exploité. Beaucoup pensent que l'hôpital est réservé à une élite de personnes, alors qu'en réalité, c'est un hôpital qui est ouvert à tout le monde. L'hôpital continue de s'équiper pour une meilleure offre de santé. Et je suis venu ici pour faire la mise en route de l'IRM. Cette machine permet de faire des examens complets de la tête jusqu'aux pieds pour des différentes pathologies. C'est le 12 janvier 2015 que l'hôpital catholique Saint-Joseph-Moscati a accueilli ses premiers malades. 2 jours plus tard, exactement le 14 janvier 2015, le président de la République Alassane Ouattara, grâce à qui les travaux ont été achevés, a visité l'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro pour constater le démarrage effectif des activités de soins.
Hier, mercredi 24 janvier, c'était la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Une journée marquée par l'organisation de manifestations et autres rencontres de portée culturelle dans plusieurs pays africains, comme ici en Côte d'Ivoire, mais aussi en Europe. Un mot de l'actualité internationale à présent pour refermer ce journal, en commençant par l'arrestation en Libye d'une bande organisée accusée de torture de migrants. Michel Digri. En Libye, un groupe armé loyal au gouvernement d'Union nationale a annoncé mercredi l'arrestation d'une bande accusée d'avoir enlevé et torturé des migrants soudanais près de Sirte, à 450 km à l'est de la capitale Tripoli. Il s'agit d'une bande composée de 5 Libyens et d'un Palestinien qui ont torturé 8 migrants qui sont actuellement soignés à l'hôpital Ibn Sina à Sirte. Le siège de l'ONG britannique Save the Children a été la cible d'une explosion qui a ouvert la voie à un commando d'assaillants au nord-est de l'Afghanistan. Cette attaque revendiquée par le groupe État islamique et qui a fait au moins 2 morts intervient après celle menée contre l'hôtel intercontinental de Kaboul ce week-end. En Afrique du Sud, la légende du jazz, le trompettiste Hugues Masekela, est décédé à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer, a annoncé ce mercredi sa famille. Cette nouvelle a suscité une pluie d'hommages pour saluer sa longue carrière et son engagement contre l'apartheid. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir suivi Hamza Diaby. C'est toujours un plaisir de l'avoir. Allez, la suite de votre programme aujourd'hui, c'est non, on se retrouve demain matin. Demain, 6h30. Où... Ça va, le message est passé. C'est passé, oui. C'est passé pour cette semaine. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être en notre compagnie. Matin Bonheur, nous abordons une autre facette de cette émission avec respectivement la revue de presse, entrepreneuriat et puis bien sûr la thématique, vous le savez, estampillée santé le jeudi. Elle est en santé, Dieu merci, et c'est un plaisir de la voir. Revue de presse avec Fatim Djidji. Une fois n'est pas coutume, alors on démarre avec un jeu. Et oui, alors écoutez bien les règles. Eva, pardon, Nessie, pardon, Marcelin. C'est vrai qu'on se ressemble un peu. Il y a quelqu'un même qui a dit, Eva, elle ramène sa cousine. Oui, donc, réveille le baoulé qui est en toi, oui. Nessie, Marcelin et vous aussi, chers téléspectateurs. Je vais vous citer, énumérer une liste de mots, retenez-les. Visage, velours, église, marguerite, rouge. Visage, velours, église, marguerite, rouge. On continue. On en reparle à l'insolite. D'accord. On poursuit avec l'éditorial d'Assalé Tiemoko dans L'éléphant déchaîné. Alors, le journaliste s'intéresse aux futures élections municipales dans le quartier des affaires d'Abidjan, c'est-à-dire le plateau. Et il rappelle que le 15 janvier dernier, Clément Andjouroufou et William Kofi ont acheté des colonnes de plusieurs journaux ivoiriens pour faire une déclaration contre le maire actuel, Akissi Benjo. Celle-ci avait un arrière-goût et douteux, du moins selon Assalé Tiemoko, et il s'étonne que des confrères aient pu publier de telles accusations sans un début de preuve. Selon lui, depuis que Sawagnon assume enfin son désir de briguer la mairie du plateau, intrigues et manipulations ont envahi le plateau, justement, et les réseaux sociaux. D'un côté, l'on s'installe dans la défiance de l'autorité établie, et de l'autre, on ressuscite les vieux clichés de la nationalité. Alors, au point même que le concerné, Sawagnon lui-même et ses soutiens, maintenant, dès qu'ils prennent la parole, ils se sentent obligés de nous dire Sawagnon est ivoirien, puisque né en 1972, le droit du sol était encore en vigueur en Côte d'Ivoire. Vous connaissez la suite. Comme si, très franchement, cela était le sujet, voire l'enjeu d'une élection municipale. Ce matin, la presse revient sur la visite d'Afin Guessan au président Bédié. Alors, selon l'Inter, le président du FPI, Pascal Afin Guessan, s'est rendu hier, mercredi donc 24 janvier, à la résidence d'Henri Konan Bédié, le président du PDCI, pour lui présenter ses vœux du Nouvel An. Alors, pour ce déplacement, Afin Guessan a opté pour une forte délégation. En dehors du vice-président Marcel Gossio, absent du pays, ils étaient nombreux à l'accompagner, dont Agnès Monet, Augustin Komoué, Christine Nadjobi, Firmin Crécré, Christine Conan et bien d'autres. Afi et sa délégation ont remis au président du PDCI
PDCI RDA des présents. Ensuite, les deux personnalités, c'est-à-dire le président Bédié et Afin Guessan, se sont isolés pendant près d'un quart d'heure. Un entretien court qu'Afi a justifié par le fait que le FPI et le PDCI ont toujours été très proches. Alors, notre voix maintenant, qui se veut beaucoup plus enthousiaste au sujet de cette rencontre, souligne qu'elle n'a été annoncée nulle part, et a surpris tout le monde. Et c'est le cas. Le journaliste Franck Bamba Mamadou voit dans cette nouvelle démarche du FPI vers le PDCI une volonté de réconciliation entre les fils et les filles de Côte d'Ivoire, à l'instar de la démarche effectuée par Navigué Konaté du JFPI vers Kwame Ndri, le président de la JPDCI urbaine. Alors le journaliste assure que la réconciliation est le leitmotiv des présidents Henri Konan Bédié et Pascal Afin Guessan. Jeune Afrique, quant à lui, s'intéresse à la nouvelle égérie de la cause palestinienne. Le 15 janvier, Ahed Tamini, 16 ans, comparaissait devant un tribunal militaire israélien, lequel a décidé que la jeune palestinienne resterait incarcérée jusqu'à son procès. Poursuivie pour 12 chefs d'inculpation, dont agression sur un soldat, participation à une émeute et incitation à commettre des attaques terroristes, elle encourt jusqu'à 7 ans de prison. Il y a de la résignation dans ce sourire que vous allez voir apparaître à l'écran, car si Amnesty International et Human Rights Watch ont appelé à sa libération, l'adolescente sait que ses chances d'être relaxée sont quasi nulles. En giflant un soldat, vous allez voir l'image apparaître, elle a humilié la puissance israélienne sous les yeux du web. Le ministre israélien de l'Éducation lui a souhaité de finir ses jours en prison et un éditorialiste a appelé au meurtre, le sien. La cause palestinienne qui a fait du leader emprisonné Marwan Barghouti, son Nelson Mandela, tient désormais sa Rosa Parks. Et enfin, l'explication de la liste des mots que Fatim nous a énoncée à l'entame de cette revue de presse. Et oui, c'est parti pour le jeu. Mais malheureusement, je ne vois pas ma fiche, mais heureusement que j'ai une mémoire d'éléphant. Alors, je vous explique. Le président Trump, vous allez voir l'image apparaître, a passé un test, puisque plusieurs personnalités mettaient en cause ses capacités intellectuelles, voire cognitives. Alors maintenant, je veux voir si Nessie et Marcelin sont aptes à diriger les États-Unis d'Amérique. Non, c'est Nessie seul, puisque c'est Nessie qui... Non, je ne suis pas dedans. C'est Nessie qui fait... Il se désolidarise. Non. Je suis pragmatique. Allez-y. Alors Nessie, est-ce que vous pouvez me restituer la liste des mots que je vous ai cités tout à l'heure? Rouge. Oui. Miroir. Non. Il n'y avait pas de miroir? Non. Je me souviens que de rouge. Je ne suis pas dedans. Rouge. Allez, je la répète, c'était visage, velours, église, marguerite, facile. Rouge. Franchement, vous allez voir à l'écran. C'était trop facile. Les explications. Oui, c'est facile, Marcelin, de dire ça maintenant. On veut laisser les jeunes faire, mais bon, regardez les images, vous allez comprendre le test. Il fallait... La première image, voilà, il y avait des cubes, des animaux à reconnaître, des griffouillages à faire. L'image d'après, vous allez comprendre le test que je vous ai fait passer avec l'image qui va suivre. Et vous allez voir en fait finalement qu'il y avait une liste de mots tout en haut et il fallait laisser passer 5 minutes et redemander après au président Trump de les citer après l'avoir occupé. Eh bien, sachez qu'il a mieux réussi ce test que Nessie Ndri. C'est inquiétant. Alors, moi j'ai un dernier test avant que vous partiez. Quel est le dernier mot que vous avez utilisé tout à l'heure? Tout de suite là. C'était quoi les derniers mots? Dans la liste? Tout de suite quand vous venez de parler, vous avez dit... J'ai dit que c'est inquiétant. Ouf. Vous n'aurez pas ce jeu-là. Merci à vous, Fatim Djidji. On vous retrouve demain toujours avec le même plaisir. Celui qu'on va essayer de rencontrer maintenant, lui, il est certainement un collab, un jeune assez intelligent qui a mis sur pied donc, une entreprise depuis quelques années maintenant dans ce qu'on appelle communément l'informatique décisionnelle. Monsieur Thibaut Kakou donc, est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonne année à vous. Merci. C'est quoi l'informatique décisionnelle? L'informatique décisionnelle, en anglais on dit business intelligence, c'est tout ce qui est système d'information, tout ce qui est structuration des données dans les entreprises, afin de permettre aux décideurs de prendre les bonnes décisions au bon moment sans trop faire d'analyse. Exemple, aujourd'hui nous sommes à la radio-télévision ivoirienne. Chaque jour, vous avez des émissions que vous faites. Et un jour, le directeur de la radio et de la télévision peut demander à voir l'efficacité, la rentabilité des actions que vous menez.
Pour ça, le directeur n'a pas besoin de faire des analyses poussées. Il suffit juste de lui mettre en place un dashboard, en français un tableau de bord, avec des indicateurs clés qui lui permettent de dire oui, cette émission est rentable, cette émission ne l'est pas. C'est-à-dire, en peu de temps, le décideur il prend la bonne décision. Et c'est ce que nous faisons pour les entreprises. D'accord. Et vous dites-nous de façon pratique, en quoi consiste votre métier tous les jours? De façon pratique, quand une entreprise nous fait appel pour dire mettez en place un système décisionnel, du coup, nous faisons tout ce qui est architecture technique avec les ordinateurs. Vous voyez, tout ce que vous faites là est capté par des ordinateurs, par des serveurs. Et tous ces ordinateurs récupèrent un certain nombre de données et ces données ensuite sont traitées, mais pas manuellement, pas par des hommes, mais plutôt par des programmes. Communément, nous appelons tout ce circuit les ETL, Extra Transform and Load, c'est-à-dire c'est tout un processus, c'est des robots que nous mettons en place qui prennent ces données, qui les collectent, qui les transforment, qui les corrige et ensuite qui les restitue sous forme d'agrégats. Alors, vous êtes à la tête d'une entreprise qui compte combien de personnes? Nous sommes 12 personnes aujourd'hui. Ça peut être. Racontez-nous rapidement les péripéties qui ont rythmé votre installation. Est-ce qu'au début, il y a eu une certaine confiance de la part de l'entourage, mais des banques? Comment ça s'est passé pour que tout cela soit mis sur pied? Ok. De formation, je suis ingénieur, statisticien économiste de l'NCA. Et vous savez bien qu'en Côte d'Ivoire, comme dans tous les pays africains, aujourd'hui, les jeunes, quand on vient entreprendre, tout de suite, l'obstacle, c'est les finances. On se dit, on n'a pas les finances pour entreprendre. Il faut plutôt travailler dans des entreprises afin de pouvoir collecter certains sous. Et donc, du coup, à la sortie de l'école, j'ai eu à travailler. J'avais mon ambition en tête. J'ai travaillé pendant 6-7 ans ici à Abidjan. Et après ça, je suis sorti, je suis allé voir un banquier. Je préfère tel le nom. Pour lui dire, voilà, je veux m'engager parce que tout le monde reconnaît une expertise en moi. Il dit, c'est bien beau, mais est-ce qu'après, vous avez les finances? J'ai dit, oui, je vais faire avec mon épargne. Donc, je vous assure que l'entreprise, je l'ai mis sur pied avec des fonds propres, sans prêt, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce qui était comme épargne quand je bossais. La banque ne vous a pas accompagné? Non. Parce que vous n'avez pas de garantie? C'est ça, parce que puisque j'ai décidé de sortir, je ne suis plus salarié. Donc, n'étant plus salarié, la banque n'a pas de garantie. Donc, je me suis lancé tout seul, avec mes propres économies. Et aujourd'hui, vous avez... Et aujourd'hui, je pense que ça va. Même ce même banquier, je pense que nous avons rendez-vous demain dans mes nouveaux locaux, parce que là, je viens d'aménager dans l'un des quartiers chics d'Abidjan. Et on est fiers parce que nous, à cette rubrique-là, avec la rédaction en chef, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, les jeunes qui entreprennent. Là, il y a un gros marché que vous avez eu avec un géant français des pneumatiques qu'on ne va pas citer. Et ça, c'est une fierté aujourd'hui pour vous. Oui, effectivement, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir tout de suite, comme vous l'avez dit, l'un des plus grands marchés en France. Et après ça, j'ai eu aussi des marchés dans beaucoup de banques françaises. Et du coup, là aussi, permettez-moi de dire, ça fait juste 3 jours. Nous venons d'être sélectionnés dans un programme de la BAD, ici en Côte d'Ivoire, pour accompagner les entreprises dans le secteur des mines et de l'énergie. Comme quoi vous êtes sérieux et vous faites bien votre travail. Oui, je pense que c'est ça, c'est l'indicateur. Quel conseil, justement, dans la veine de ce que Nessi dit, quel conseil donner aux jeunes qui se découragent vite? Vous n'avez pas eu de finances, vous êtes allé avec vos fonds propres, c'était compliqué au départ, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par votre acharnement au travail, le banquier vous rappelle, il vous courtise même. Quel conseil donner aux jeunes qui hésitent, qui pensent que l'État doit tout faire ou bien qui veulent aller tenter leur aventure au risque de leur vie en Europe? Le message que je passe aux jeunes, c'est de leur dire, c'est vrai, nous allons à l'école, l'école nous forme, l'école nous donne la connaissance, mais l'école ne nous donne pas le travail. L'école ne nous donne pas aussi la passion. C'est d'avoir une passion, c'est d'avoir une vision et mettre tout en place pour pouvoir assurer cette vision, assurer cette passion. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, les banques, malheureusement, ne nous font pas vraiment crédit sans garantie. Et ce que je demande, c'est de faire avec les moyens de bord. Au départ, on peut commencer une entreprise avec une chaise. Les employés peuvent même s'arrêter pour travailler, pour caricaturer ainsi. Et demain, ces employés vont s'asseoir dans des palaces pour travailler. Quand moi j'avais commencé, là au passage, je dis un grand merci à ma première équipe, il y a 3 ans, avec qui j'avais commencé. Nous avons commencé, on était dans un magasin. Vous étiez combien? Au départ, quand on a commencé, nous étions 3. Maintenant, vous êtes 12? Oui, aujourd'hui, nous sommes 12. Et quand on a commencé 3 dans un magasin, l'Internet, on faisait le partage de connexion avec nos téléphones, nos smartphones.
Wow. Et je les encourageais, je leur disais, c'est comme ça, un jour on va y arriver. Et aujourd'hui, au passage, je félicite cette équipe. Je pense que... Ils sont toujours avec vous? Ils sont toujours là avec moi. Vous y êtes arrivé? Oui, je pense bien que je suis. Alors, quelles sont les perspectives? Parce qu'une chose est d'arriver et de rester là où on est arrivé. Quelles sont les perspectives maintenant? Ok, aujourd'hui, le message que je fais passer à mon équipe, c'est vrai, d'autres diront que nous sommes arrivés, mais pour moi, nous ne sommes pas encore arrivés parce que j'ai encore des ambitions. Il y a encore des grands marchés que je pense que je peux avoir ici en Côte d'Ivoire et comme à l'extérieur. Donc, en termes de perspective, c'est tout de suite de pouvoir faire grandir l'équipe pour pouvoir aussi diversifier nos activités parce qu'aujourd'hui, avec le monde qui bouge, il faut diversifier l'activité pour être toujours dans le créneau des grandes PME, entre guillemets. J'aime bien le dire parce qu'il y a des PME, il y a des grandes entreprises. Nous ne sommes pas encore une grande entreprise, mais on ambitionne être une grande entreprise. Pour le moment, je dis nous sommes une grande PME. Et c'est un bonheur pour la Côte d'Ivoire qui gagne, pour la Côte d'Ivoire, la jeunesse, avec des Ivoiriens comme ça qui reviennent dans leur pays et puis qui mettent leur expertise vraiment au service de la nation. Merci beaucoup à vous. Je rappelle M. Thibaut Kakou, expert en informatique décisionnelle. Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Justement, parlons de suite. La suite de cette émission, mesdames et messieurs, ce sera une affaire de santé. La santé, on va discuter avec beaucoup de plaisir avec le docteur Ayeva Adam, pédiatre à l'INHP à Abidjan, chef de service PEV, et le professeur Daniel Ekra Kwadjo, directeur du programme élargi de vaccination. Nous parlerons avec ces personnes choisies de façon idoine de la prise en charge de la rubéole et de la rougeole. Mais avant, vous le savez, pour la santé de la RTI, ça passe bien évidemment par les finances. Et les finances, c'est la pub. La pub, c'est parti. Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle communique. Il est ouvert au titre de l'année 2017 les concours directs d'entrée en 2018 à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, IPNET, pour les postes suivants: professeur de lycée, professeur de collège, instructeur de formation professionnelle de base, instructeur adjoint de formation professionnelle de base. Les inscriptions débutées se poursuivent jusqu'au jeudi 15 février 2018 sur le site www.ipnet.ci. Infoline 65 54 91 04. Aimé de toutes et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour, Dimbokro. Sous le parrainage de M. Bilédié Méléo, maire de la commune de Dimbokro, la RTI organise Bonjour Dimbokro ce samedi 27 janvier à 20h à l'esplanade de la Citaraï avec vos humoristes préférés. Spectacle offert gracieusement par le maire de Dimbokro. Ticket à retirer à la mairie. Infoline 78 17 17 44. Bonjour, un concept RTI. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur pour la dernière ligne droite. Nos invités sont installés pour la thématique santé. Merci à tous ceux qui sont avec nous depuis le début de cette émission et bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en marche. La thématique de ce jour s'intitule la prise en charge de la rubéole et la rougeole. Nous sommes avec le professeur Daniel Ekra Kwadjo, directeur du programme élargi de vaccination, et docteur Ayeva épouse Adam Ayat Edwige. C'est bien cela? C'est bien ça. C'est bien cela. On part pour l'élément explicatif et on revient pour échanger avec eux. La rougeole et la rubéole sont des maladies qui apparaissent sur la peau sous forme de boutons. C'est une maladie de la peau qu'on croit généralement chez les enfants. Ce sont des maladies qui apparaissent sur la peau sous forme de boutons. C'est une maladie des enfants
une maladie de la peau. La rubéole et la rougeole sont des infections virales contagieuses. Les transmissions se font soit directement auprès d'un malade, soit parfois indirectement en raison de la persistance du virus dans l'air ou sur une surface contaminée. Ces infections se caractérisent par plusieurs symptômes, dont les éruptions cutanées. Elles peuvent survenir à tout âge et entraîner de graves complications, parfois mortelles en l'absence de vaccination. Nous devons prévenir la rougeole et la rubéole parce que ce sont des maladies qui sont contagieuses et même qui peuvent entraîner, engendrer la mort. Afin d'éviter le risque de contamination et d'éviter encore la mort. C'est pour éviter assez de maladies, c'est pour éviter à ce que les enfants soient tous malades. Multiples complications sont liées à ces affections, dont les plus graves sont la diarrhée sévère, la pneumonie, l'encéphalite ou la cécité dans le cas de la rougeole, qui peut aussi chez la femme enceinte provoquer un avortement au premier trimestre, un accouchement prématuré au deuxième et troisième trimestre et durant toute la grossesse, un risque de malformation fœtale. Il en est de même aussi lorsqu'une femme enceinte contracte le virus de la rubéole au cours des 3 premiers mois de grossesse. Cela peut avoir des conséquences graves sur le développement du fœtus et parfois même entraîner la mort. Le vaccin étant contre-indiqué chez les femmes enceintes, il est vivement recommandé aux femmes de vérifier leur état vaccinal avant toute grossesse. Pour prévenir la rougeole et la rubéole, il faut se faire vacciner quand on est encore tout petit. Il faut faire vacciner les enfants. Une des manières les plus efficaces d'éviter la rougeole est de s'assurer de recevoir le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Chez les enfants, la première dose est administrée à 13 mois et la seconde entre 3 et 5 ans. Les femmes en âge de procréer qui n'auraient pas reçu le vaccin durant l'enfance et les adultes qui ne sont pas immunisés doivent aussi se faire vacciner. Pour une éradication complète de la rubéole et de la rougeole, assurons-nous et nos enfants d'avoir reçu le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Alors, demain, une campagne très importante dans l'ouest de notre pays, c'est du côté de Toulepleu et vraiment on espère que les gens seront réceptifs là-bas. Il y va de la santé donc, des populations. Docteur Aïva, rebonjour. Vous êtes pédiatre au fait donc de ces pathologies parce que toujours en contact avec les enfants, c'est une véritable hantise pour nos enfants. La rougeole, la rubéole. Oui, effectivement. Et pour nos parents aussi. Une hantise surtout pour nos parents et pour tout le personnel de santé en général, parce que c'est de vrais problèmes de santé publique. Ce sont des maladies graves, des maladies très contagieuses, que ce soit la rougeole ou la rubéole, des maladies contagieuses de l'enfant. Le mode de transmission est essentiellement par voie aérienne. Donc un enfant qui tousse, un enfant qui éternue, dont le nez coule et dont on touche les sécrétions, donc on peut être contaminé de cette façon. Ces deux maladies se manifestent de la même façon? Plus ou moins. Les deux maladies ont des signes pratiquement similaires, d'où la difficulté de faire le diagnostic. Et on aimerait attirer l'attention des mamans de consulter dès qu'elles ont un enfant qui a des signes qui ressemblent à une grippe avec des boutons sur le corps. Ne faites pas d'automédication. Amenez-nous les enfants dans un centre de santé. Nous ferons le diagnostic. Actuellement, un peu avec l'harmattan aussi, on peut se tromper, c'est vrai aussi, sur les signes aussi. Professeur Daniel Ekra, nous avons la chance de vous avoir également sur ce plateau. Le thème, c'est le lancement se fera à Toulepleu, c'est dans l'ouest du pays. Est-ce qu'il y a une région particulière dans l'ouest qui a des éléments aggravants ou je ne sais pas, comment ça se passe? Bien, en fait, le lancement, c'est une campagne nationale. Absolument. Donc, tous les enfants de 9 mois à 14 ans vont être vaccinés sur l'ensemble du territoire. Mais le lancement va être fait officiellement à Toulepleu par Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pourquoi Toulepleu? C'est parce que la maladie, elle sévit sur l'ensemble du territoire. Mais nous avons eu des flambées épidémiques dans l'ouest du pays. C'est quoi une flambée épidémique? Une flambée, c'est-à-dire que c'est des cas groupés de maladies, de la rougeole par exemple, dans une zone bien déterminée. Bon, comme ce n'est pas de grosses épidémies qui touchent des milliers de personnes, nous parlons de flambée épidémique parce que c'est circonscrit aussi dans le temps. Voilà. Donc au mois d'octobre, nous avons eu des cas de flambée à Quibli, à Danané, à San Pedro, à Biancouma. Et aussi, il faut dire que dans l'ouest, vu qu'il y a beaucoup de campements et autres, qu'il y a des zones d'accès difficiles, les couvertures vaccinales dans le cadre du PEP de routine ne sont pas assez bonnes.
Voilà, parce qu'il faut avoir au moins 95% de couverture vaccinale dans une zone déterminée pour pouvoir éliminer ce type de maladies comme la rougeole dans les zones. Or, nous sommes à moins de 85% de couverture vaccinale et c'est pour ça que Madame a décidé d'aller là où le risque est beaucoup plus important pour faire ce lancement. Mais je précise que la maladie, elle existe sur l'ensemble du territoire. Justement, professeur, dites-nous, est-ce que les chiffres sont alarmants ou c'est gérable? Je peux dire que les chiffres, pour le moment, on ne peut pas dire qu'ils sont alarmants, vu qu'on a la vaccination de routine qui nous permet quand même d'être à l'abri de grosses épidémies. Mais pour les pathologies comme la rougeole et la rubéole, il ne faut pas baisser de vigilance. Voilà, il ne faut pas baisser de vigilance. Dès que vous baissez de vigilance, le nombre de cas augmente et vous avez les flambées épidémiques. Et même dans les pays européens, ils sont arrivés à éliminer la rougeole. La vaccination continue toujours pour éviter qu'il y ait des flambées épidémiques. Oui. Mais pas de vaccination de masse. Docteur Ayeva, vous êtes pédiatre, on le rappelle. Il y a de nombreux pays où on ne parle plus de rougeole. Pourquoi chez nous, ça persiste, alors que les enfants peuvent être pris en charge très tôt? Pourquoi on est là encore sur un plateau en 2018 en train de parler d'avoir peur encore de rougeole en 2018, de rubéole? À la maternelle déjà, est-ce qu'on pourrait contrôler les carnets de vaccination? Mais c'est ce qui se fait de plus en plus. Maintenant, pour intégrer les écoles, toutes les écoles en Côte d'Ivoire maintenant réclament la vaccination contre la rubéole, la rougeole pour l'admission des enfants à la maternelle. Et l'Institut national d'hygiène publique et notamment le service de l'unité PEV dont je suis la responsable délivre chaque année des milliers de certificats de vaccination pour ces enfants en âge de scolarisation. Il faut dire que la rougeole, effectivement, n'existe plus, entre guillemets, je dirais, dans certains pays occidentaux, mais il y a des flambées épidémiques, comme le dit professeur Ekra. Bien que ces pays vaccinent bien, il peut y avoir des flambées, donc des périodes où on a des épidémies circonscrites. D'accord? D'accord. Donc, la nécessité de continuer à vacciner, ce que font les pays occidentaux. Voilà. Justement, est-ce que les coûts de ces différents vaccins-là sont à la bourse de l'Ivoirien lambda? C'est une vaccination qui est gratuite pour les enfants de 0 à 11 mois. Le programme élargi de vaccination est un programme qui existe depuis 1978 en Côte d'Ivoire et qui prend en compte les enfants de 0 à 11 mois gratuitement contre 12 et les protège contre 12 maladies évitables par la vaccination, gratuitement. Et si on passe ces 12 mois-là? Si la maman n'a pas pu le faire, elle n'a pas pu faire vacciner son enfant de 0 à 12 mois, qu'est-ce qui se passe? Elle paye? L'idéal, ce serait qu'elle vienne vacciner. Ah bon? Oui. Ce sont des vaccins qui coûtent excessivement cher. Et notre État, le gouvernement ivoirien, fait des efforts avec les partenaires pour mettre à la disposition ces vaccins. Il y a certains vaccins qui coûtent près de 30 000 francs. Et le gouvernement offre ces vaccins. Et donc là, vous nous donnez une tribune pour que nous fassions encore un appel à la population, pour que les mamans, après cette campagne de masse, continuent à fréquenter les centres de santé dans le cadre de la routine pour vacciner leurs enfants. Il y va de la santé de leurs enfants et de nos populations. Pour cette campagne, c'est ce que le professeur Ekra a dit, les enfants concernés sont de 9 mois à 14 ans. C'est ça, c'est ça. 9 mois à 14 ans. Oui. Alors, quelles sont les complications qui peuvent survenir dans le cadre de la rougeole, la rubéole, si on ne se fait pas vacciner, professeur? Bien, si on ne se fait pas vacciner, la première chose, c'est qu'on va présenter les symptômes que la docteure Ayeva a présentés. Et ensuite, les complications sont graves. Pour la rougeole, par exemple, il peut y avoir des troubles au niveau du cerveau et qui peut même, avec la déshydratation qui peut être liée à la rougeole, la diarrhée, et qui peut entraîner la malnutrition de l'enfant et même conduire au décès de l'enfant. Dans le cas de la rubéole, c'est beaucoup plus les malformations congénitales. Lorsque la personne n'est pas vaccinée, pour une maman jeune qui fait donc une grossesse, et dans les premiers mois de la grossesse, si elle contamine la rubéole, l'enfant peut avoir des malformations, notamment des malformations au niveau oculaire. L'enfant peut avoir une cécité, peut avoir une surdité, peut avoir des cardiopathies et
les parents vont donc avoir du mal à s'occuper de cet enfant tout le temps. Et c'est pour cela que dès l'enfance, il vaut mieux vacciner cet enfant pour qu'il y ait des anticorps qui le protègent contre la rubéole et aussi contre la rougeole. Je ne sais pas à qui doit s'adresser cette question-là, mais oui. bon, vous verrez. Oui. De plus en plus, encore en 2018, on a des parents qui pensent que les vaccins sont dangereux pour les enfants. Je l'ai vu encore hier, il y a quelqu'un qui me disait que les vaccins de ce type-là sont inventés pour ramener d'autres maladies. Il y en a qui prennent trop le vaccin. Mais en fait... Et ce n'est pas forcément dans notre pays, même en Europe, dans d'autres pays dits développés. Ça arrive maintenant parce que la force de vacciner, comme le docteur Aïva le dit, depuis 1978, on vaccine. On a tellement vacciné que certaines maladies ont tendance à disparaître. Vous prenez le cas de la poliomyélite, dont je parlais ici une fois, on ne voit plus d'enfants paralysés, par exemple. Mais avant, pratiquement dans toute famille, chaque famille, on avait un cas d'enfants paralysés par la polio. Et pour la rougeole, il y a un adage qui disait que vous ne pouvez compter sur votre enfant que lorsqu'il a dépassé l'âge de faire la rougeole. C'est-à-dire qu'il a fait sa rougeole et qu'il n'en est pas mort, c'est en ce moment que vous le comptez parmi vos enfants. Parce que vous êtes pratiquement sûr que pendant les périodes épidémiques, cet enfant-là disparaissait. Donc ça veut dire qu'on peut guérir. Donc aujourd'hui, c'est parce qu'on a tellement vacciné et que notre génération ne voit pas beaucoup ces maladies que certains s'amusent à dire que la vaccination pose des problèmes. Mais les vaccins sont sûrs. On peut vacciner des millions de personnes et vous n'avez aucun cas, par exemple, de manifestation post-vaccinale. Professeur, est-ce qu'on peut guérir de la rue? Est-ce qu'on peut en guérir? Oui, oui, on en guérit. On en guérit? Oui. Oui, la rubéole, quand on fait la maladie, oui. on est immunisé à vie. Que ce soit la rubéole ou la rougeole. La maladie ou la vaccination. D'où la nécessité de vacciner les enfants. La vaccination va simuler une maladie et donc l'enfant sera immunisé à vie. Voilà. Donc, une maman, un papa qui vient avec son enfant qui est déjà atteint, il y a de l'espoir encore, c'est pas perdu. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, on en guérit quand même. On en guérit. Je vous sens un peu dubitatif. Non. Vous dites quand même... Non, on a guéri. Et aujourd'hui, le fait même d'avoir beaucoup vacciné, on a réduit la gravité même de la rougeole. D'accord. Voilà. Mais nous, notre souci, c'est de continuer à vacciner pour qu'il n'y ait plus de décès liés à la rougeole. Parce que c'est des maladies pour lesquelles il y a un vaccin qui existe et on a toutes les possibilités de lutter efficacement contre ces maladies. Donc, ce n'est pas normal qu'on voit qu'un parent perde son enfant simplement parce qu'il n'a pas fait vacciner son enfant. Alors, est-ce que malgré le vaccin, l'enfant peut faire quand même la maladie s'il est en contact avec un autre enfant qui fait la maladie? Voilà. Et c'est le sens même des campagnes de vaccination que nous allons organiser. En fait, lorsque vous vaccinez un enfant à 9 mois, la protection de l'enfant conférée par le vaccin est dans l'ordre de 90%. C'est-à-dire que si vous vaccinez 100 enfants, il peut y avoir 10% des enfants qui ne soient pas véritablement protégés. Et les 10% d'enfants qui ont eu le vaccin mais qui ne sont pas protégés, ces enfants-là, leur groupe va se constituer d'année en année. Et quand ils vont devenir plus grands, de 4-5 ans, il peut y avoir une épidémie dans ce groupe-là. Et donc, ce que nous faisons, c'est que les mamans font vacciner les enfants en routine, mais tous les 3 ans, nous organisons une campagne de suivi pour rattraper tous les enfants qui ont été vaccinés, mais probablement n'ont pas été vaccinés, qu'on appelle protégés, pour éviter qu'une épidémie survienne. Voici pourquoi nous faisons la campagne actuelle, pour donner une deuxième chance à tous les enfants d'être suffisamment protégés contre la rougeole. Alors, dites-nous, docteur Aïva, on aura quoi sur le terrain? 2 injections, une injection, puisque c'est 2 pathologies, rubéole et rougeole. Comment ça va se passer concrètement? Non, il y aura une seule injection. Okay. Voilà, il s'agit d'un vaccin qui contient les 2 antigènes dirigés contre les 2 maladies. Voilà, donc une seule injection. Et les stratégies, on vient où se vacciner? Dans les hôpitaux? Ou bien à des points fixes? Oui. Parce qu'il faut que les parents, vraiment, après cette émission, disent « Matin, on les a informés correctement. Voilà. Et à la différence de la polio, où c'est une goutte où on passe de maison à maison, ici, comme elle le dit, c'est une injection au bras de l'enfant. Donc, on ne peut pas, se promener de cours en cours. Donc, nous allons organiser des sites de vaccination dans les villages, dans les centres de santé, dans les marchés, partout où on peut trouver les enfants, il y aura du personnel de santé pour les vacciner. Nous avons au total plus de 5 700
équipes de vaccination qui seront, seront sur l'ensemble du territoire. Plus de 32 000 vaccinateurs qui vont intervenir dans le cadre de cette campagne. Donc, partout, il y aura du personnel. On ira même dans les campements pour organiser des petits centres de vaccination pour donner la chance aussi à ceux qui sont plus loin d'être touchés par la vaccination. Ça va se faire par période. Hein? Oui. Donc, vous allez démarrer à l'ouest, ensuite? Non, nous allons démarrer en même temps, concomitamment, sur l'ensemble du territoire. Donc, dès le lundi et le vendredi 26 à 7h30, démarre la campagne de vaccination sur l'ensemble du territoire. Alors, docteur Aïva, on sait que la question vous concerne vous deux, hein, c'est de 9 mois à 14 ans. Oui. On sait qu'il y a des enfants à partir de 12 ans, 13 ans qui sont très actifs. Il y en a par exemple qui font des petits métiers, par exemple de mécanique, qui sont apprentis. Il y a des filles qui vendent, qui accompagnent leurs parents au bord de la route, tout ça. Qu'est-ce qui est fait pour attirer ces enfants-là, pour les vacciner? Parce que ce sont des enfants qui bougent beaucoup, ils ne sont pas sous la garde des parents. Bon, c'est un peu compliqué. Comment on fait? Bien, on a deux groupes d'enfants. Ceux qui vont être à l'école, donc on a demandé le partenariat du ministère de l'Éducation pour qu'on puisse aller dans les centres ou bien même à l'entrée des écoles pour pouvoir vacciner. Parce que quand vous regardez la cible, il y a beaucoup. Parmi eux, il y a certains qui sont, la plupart se trouvent à l'école normalement. Maintenant, les autres qui ont des activités telles que vous citez, ceux-là peuvent se retrouver dans les centres de vaccination de proximité. Nous avons dit que nous serons dans les quartiers, nous serons dans les marchés, et donc on offrira vraiment la possibilité à tous ces enfants-là de pouvoir se vacciner. Et donc le message, on l'adresse aux parents, mais on l'adresse aux enfants. Déjà à 14 ans, on est sensible, donc on comprend la nécessité de se faire vacciner, que ceux-là viennent aussi dans les centres de santé et dans tous les postes de vaccination pour se faire vacciner. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a un risque lié à la double vaccination? C'est-à-dire, si j'ai fait vacciner mon enfant, je ne suis pas là, il y a une campagne et que la nounou à la maison, si elle va faire vacciner mon enfant, est-ce qu'il y a un risque lié à ça? Non, il n'y a pas de risque. Et tout cela a été parce qu'effectivement, comme la campagne est nationale et que nous ciblons cette population, il y a des mamans qui peuvent avoir présenté leur enfant peut-être 2 ou 3 jours avant au centre de santé pour faire la rougeole. Mais la dose supplémentaire qui va se faire dans le cadre de la campagne n'a aucun risque, ne présente aucun risque. Et puis il y a des rattrapages aussi qui sont... Voilà. Donc il n'y a pas de risque. Bon. Non, il n'y a pas de risque. Maintenant, il y a des... Comme la vaccination elle-même, elle se fait en routine à 9 mois. Il va y avoir des mamans aussi qui vont présenter leurs enfants le même jour, à 9 mois, dans un centre de vaccination. Et leur carnet de vaccination ne sera pas enregistré comme étant vacciné dans le cadre du PEP de routine. Donc ces mamans-là, nous leur demandons qu'un mois après, dans le mois qui suit la fin de la campagne, c'est le 4 février, que les mamans-là représentent aussi les enfants dans les centres de santé pour avoir une dose supplémentaire. Plus vous faites vacciner votre enfant, et avec l'âge qui avance, plus vous avez la chance de protéger votre enfant. D'accord. Alors, allez-y, merci. Alors, si un enfant, par miracle, ne s'est pas fait vacciner jusqu'à 15 ans, est-ce qu'il peut faire la maladie après? S'il ne s'est pas fait vacciner, il n'a jamais fait la maladie. Est-ce qu'après 15 ans, il peut faire la maladie? Oui. Malheureusement, oui, parce que c'est une question d'immunité. Si vous n'êtes pas protégé, d'abord, vous n'avez pas fait la maladie parce que la maladie, elle est immunisante. Si vous avez fait la maladie dans votre enfance, à tout ce moment, vous êtes immunisé. Si vous n'avez pas eu le vaccin, vous n'êtes pas immunisé. Donc, c'est les deux situations où vous pouvez être immunisé. C'est d'avoir fait déjà la vaccination ou bien d'avoir fait la rougeole une fois dans votre vie et d'avoir fait la vaccination. Mais si vous n'avez pas eu ces deux situations, même à 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous pouvez faire la rougeole. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire vacciner, peu importe l'âge? Normalement, bon, je pense que c'est pour ça qu'on offre toutes les possibilités. Aujourd'hui, ce sera même dommage qu'un enfant échappe à cette vaccination. Il y a quand même, nos estimations font état de 13 millions d'enfants à vacciner pendant les 10 jours. Mais là, attendez, docteur aimerait réagir. Attendez, oui, voilà. Allez-y, vous aimeriez réagir. Je souhaiterais sur cette question dire que l'adulte qui n'a jamais fait la maladie, qui sait qu'il n'a jamais fait la maladie, qui n'est pas vacciné,
peut se faire vacciner. Le vaccin existe à l'Institut national d'hygiène publique à des coûts subventionnés. Et donc, l'adulte jeune, et je recommande fortement surtout à nos jeunes sœurs, à nos mamans, aux femmes en âge de procréer, qui savent qu'elles n'ont jamais fait la maladie, qui n'ont pas été vaccinées, de venir se faire vacciner. Parce que les complications pour le fœtus sont graves. Alors, voilà. moi, j'ai une question à vous deux. Comment les parents, ça, en zone urbaine, peut-être que le message peut rapidement passer, mais comment les parents en zone rurale appréhendent ces campagnes de vaccination-là? Comment ils voient ça? Il y a le poids de la tradition. Est-ce que vous vous appuyez sur des leaders d'opinion? Est-ce que vous vous appuyez sur des personnes idoines qui vous permettent quand même d'atteindre le maximum de personnes pour les convaincre? Parce qu'on voit très souvent des acteurs, des équipes qui reviennent avec du matériel qui n'a pas été utilisé. Bien. Dans le cadre de cette campagne, nous avons eu déjà une rencontre avec tous les préfets de région et les préfets de département le 11 janvier. Et tous ont été mobilisés dans le cadre de cette campagne. Donc, on leur a donné les signes, même pour qu'ils puissent expliquer à la population. Donc, depuis cette date, des réunions ont commencé à se tenir dans les régions et les départements, sous la supervision des préfets, de nos directeurs, les directeurs départementaux de la santé, les directeurs régionaux de la santé, pour mobiliser les chefs de communauté, les chefs religieux, les jeunes, tout le monde, pour que cette campagne-là soit une réussite, qu'il y ait une grande participation de la population. Et nous avons aussi d'autres mobilisateurs qui sont sur le terrain, des agents de communication, et aussi nous passons par le biais de la presse, des médias nationaux pour sensibiliser toute la population, notamment les radios, la télévision et tout, pour que tout le monde sache que du 26 janvier au 4 février se tient cette grande campagne et que chacun doit conduire son enfant vers un poste de vaccination pour le faire vacciner. Le rôle des pédiatres est vraiment déterminant dans cette campagne, hein, oui. Docteur. Vous êtes vraiment, docteur Aïva, vous êtes au cœur de la sensibilisation. Alors, c'est quoi le message que vous avez envie de passer aux parents réfractaires, récalcitrants, entre guillemets? Alors, à nos parents, je veux les appeler à présenter leurs enfants à ces séances de vaccination. La vaccination est un moyen efficace de prévenir certaines maladies. On a la chance d'avoir des vaccins qui permettent d'éviter certaines maladies. Alors, je vous demande, papa, maman, de présenter vos enfants à ces séances de vaccination. Il y va de la santé de vos enfants, de la santé de notre population. Voilà ce que j'aimerais dire. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mythe à avoir peur des vaccins. Il n'y a pas à avoir peur. Ce sont des vaccins qui sont sûrs, ce sont des vaccins qui ont été préqualifiés par l'OMS. Et donc, je vous encourage à présenter vos enfants parce qu'eu égard à la gravité, aux complications que ces maladies génèrent, vraiment, papa, maman, je vous demande de présenter vos enfants pour les faire vacciner. Mieux vaut prévenir que... Mieux vaut prévenir, comme dit l'adage, que guérir. Il n'y a pas de risque d'allergie? Il peut y avoir au décours de la vaccination quelques effets... secondaires. Oui, secondaires, on va dire, qui sont inhérents à tout acte de vaccination. Et les mamans le savent, hein, les mamans qui nous présentent les enfants, elles le savent, il peut s'agir de fièvre, d'une petite fièvre, donc les mamans savent toutes qu'elles doivent donner... ce qu'elles doivent donner pour cela. Il peut y avoir une douleur au point d'injection, un léger gonflement, mais ce sont des signes qui sont généralement transitoires et tout se passe généralement Professeur, bien. Donc il n'y a pas de crainte. La question qui fâche, enfin peut-être, pour cette campagne, le gouvernement a déboursé 5 milliards de francs CFA. Oui. Quelle est la répartition? C'est seulement pour les vaccins, ces 5 milliards-là? Ah non, les 5 milliards, c'est le coût opérationnel. Vous avez 13 millions d'enfants à vacciner sur l'ensemble du territoire. Vous avez 32 000 agents qui vont sillonner le pays pendant 10 jours. 5 700 équipes. Et 5 700 équipes. Et tout ça, ça a un coût. Et donc, ça, ce sont les coûts opérationnels. Et puis, n'oublions pas le transport, même la logistique pour transporter les vaccins d'Abidjan, même de l'extérieur jusqu'à Abidjan, d'Abidjan jusqu'à dans le centre le plus périphérique. La sécurisation. Voilà, la sécurisation. Et donc, tout ça a un coût. Donc, ça, les 5 milliards, ça, c'est en dehors des coûts du vaccin. Le vaccin est offert par, bon, je peux le dire parce que c'est notre partenaire de l'État, Gavi,
l'Alliance avec l'OMS et l'UNICEF, donc qui nous soutiennent dans le cadre de cette campagne. Donc il y a une grande partie qui est déjà prise en charge par l'OMS, tout ça. Oui, mais l'État quand même joue... Il y a de la marge dans les 5 milliards, donc je sais pas. Il n'y a pas de marge. La marge, mais on va se les partager après. Et dites-nous, c'est la seule campagne prévue pour cette année? Oui. C'est la seule campagne prévue pour cette année? Pour faire sérieux, c'est vraiment une campagne qui est lourde. Vous voyez, avec la polio, on a à peu près 10 000 agents, mais là, nous sommes à 32 000 agents. Et donc, c'est une campagne qui est assez lourde. Et donc, qui coûte beaucoup d'argent. Et donc, c'est pour ça qu'on demande, l'État, tout ça est pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire et les partenaires. Et il n'y a pas de raison que les mamans et les parents ne présentent pas les enfants pour que les enfants puissent être vaccinés. Comme vous demandez, il y aura cette campagne, il n'y a qu'une seule campagne cette année. Il n'y en aura pas deux. La prochaine campagne, ce sera dans 3 ans. Donc, c'est l'occasion de faire vacciner l'enfant maintenant contre la rougeole et la rubéole. Merci beaucoup, professeur Daniel Ekra. Le dernier mot va revenir à... le mot de l'espoir revient donc à Dr Aïva. De l'espoir pour éradiquer cette maladie. Je vous remercie. Alors, j'aimerais dire que la rubéole et la rougeole sont des maladies contagieuses très graves qui entraînent des complications très graves qui peuvent aller jusqu'au décès de nos enfants. Il existe des vaccins qui sont de bonne qualité, qui sont fiables. Et donc, au cours de cette campagne de vaccination, je vous encourage à présenter vos enfants pour qu'ils soient vaccinés et je vous encourage à continuer à présenter les enfants au cours des vaccinations de routine dans vos centres de santé. Vaccinez vos enfants pour la santé de la population ivoirienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les t-shirts. Il y a des modèles près du corps? Oui, il y en a. En tout cas, merci. Je suis père de famille. Nous sommes des parents ici sur ce plateau et nous sommes de tout cœur avec cette campagne-là. Et on espère que cette campagne aura vraiment un succès et que tous les moyens mis en œuvre par le gouvernement et tous les partenaires sociaux puissent vraiment être utilisés à bon escient pour le bien-être des populations. Nessie, c'est la fin de cette émission. Alors, il faut ajouter que toute l'équipe sera dans ces t-shirts-là. Oui, donc, si vous voyez des gens vêtus de ces t-shirts-là, recevez-les chez vous pour bouter loin de la Côte d'Ivoire la rubéole et la rougeole. C'était Matin C'est le Bonheur. maillot, c'est le maillot Ouais, contre le la maillot, rubéole. justement. De l'équipe nationale de lutte contre la rougeole et la rubéole. Voilà, on se retrouve demain, hein, même heure, 5h55, 7h30. Au revoir. Audio Jungle.